J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare. Et c'est tous les mercredis, 21h, sur Radio J. Alors cette semaine, à un mois des élections européennes du 9 juin, on va consacrer une grande partie de cette émission à un point complet sur la campagne, les rapports de force, la pole position de Jordan Bardella, les difficultés de la candidate macroniste Valérie Ayé, la dynamique de Raphaël Glucksmann à gauche, et puis en dernière partie d'émission, on évoquera les blocages dans les instituts de sciences politiques et les universités françaises organisés par les étudiants et militants pro-palestiniens et les réactions politiques autour de ces événements. Coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème, et aujourd'hui, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inévitable Romain Rosso, journaliste, ex-rédacteur en chef d'une excellente revue qu'on appelle L'Hémicycle. Bonsoir Romain. Bonsoir. L'indispensable Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Et last but not least, l'incontournable Michael Darmon qui arrive dans quelques minutes. Il est bloqué dans les embouteillages parisiens que l'on connaît. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher tout, nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas très fort pour la Macronie. Démarrage laborieux pour la campagne de la tête de liste Renaissance Valérie Ayé, largement distancée par celle du RN Jordan Bardella. L'écart dans les intentions de vote est conséquent. À un mois tout juste du scrutin, 15 points. Je rappelle les chiffres. 32% au RN selon une enquête Ipsos-Cevipof, 17% à Renaissance. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Sébastien ? Il se passe que ce sont des élections de mi-mandat, tout simplement, ou en tout cas que c'est assez largement perçu comme ça par les Français, plus que comme des élections portant sur l'avenir de l'Europe, ou notre propre avenir, ce qui est une grande erreur d'ailleurs, parce que beaucoup de choses dépendent dans notre droit du Parlement européen, et que il y a 7 ans de mandat d'Emmanuel Macron, et un Emmanuel Macron qui peine à imprimer, qui peine à se faire entendre, alors qu'il était persuadé, lui, notamment par le biais de son discours de la Sorbonne, qu'il relancerait la campagne. On imagine que c'est pour ça qu'il avait choisi Valérie Ayé, qui n'était pas une personnalité que les Français connaissaient avant qu'elle ne soit désignée tête de liste, parce que dans sa tête, c'est de toute façon lui le chef de campagne. Alors là, cette fois-ci, ils sont 2 sur l'affiche. En 2019, il n'y avait que Emmanuel Macron et pas Nathalie Loiseau. Il y a un tout petit progrès ou un tout petit recul peut-être du narcissisme du président. Je ne sais pas, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, ça ne marche pas. Et on voit bien que les Français se déterminent essentiellement par rapport à des enjeux domestiques, mais qui, d'ailleurs, il ne faut pas, je pense, opposer Français et Européens, parce que bien souvent, ce sont les mêmes questions, les questions de contrôle de l'immigration, les questions de quel avenir pour notre puissance, pour notre souveraineté. Bref, il y a beaucoup de questions qui, en réalité, peuvent être aussi bien projetées au niveau national qu'au niveau européen. Vous êtes d'accord, Romain Rosso ? Est-ce que c'est les enjeux nationaux qui prédominent dans cette campagne et donc une sorte de référendum anti-Macron ? Oui, en tout cas, oui, c'est ce que dénotent les sondages, effectivement, que les enjeux nationaux. Et d'ailleurs, ce sont des élections en fait nationales. En réalité, les listes sont nationales, elles ne sont pas transnationales, même si effectivement le parti d'Emmanuel Macron le réclame, le souhaite, enfin dit le souhaiter. On n'est pas du tout sur des listes transnationales, et donc c'est effectivement ce qui renforce la volonté, l'aspiration par les partis de tous ordres de faire des campagnes plutôt nationales, et en particulier celle du Rassemblement national. La ligne de Jordan Bardella, c'est celle-là. Mais avant d'en parler, avant d'aborder le RN, il y a, je pense, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire mon collègue, mon confrère, c'est que, j'ai une voix un peu malade. Ça arrive à tout le monde. Ils ont des allergies. C'est que effectivement, le discours de la Sorbonne, il est venu à un moment donné pour tenter de relancer, de reprendre la main sur la campagne, comme ça avait été le cas en 2019. La différence, c'est que évidemment, en 2019, Emmanuel Macron était jeune, encore frais.
si je puis dire. Là, fraîchement élu, en tout cas. Fraîchement élu. Or là, on n'est pas du tout dans ce scénario. Il est fraîchement réélu, mais après 7 ans de mandat, et une usure très très nette. Et puis surtout, il est usé politiquement par un climat quand même domestique qui est compliqué, qui est tendu. Après, en particulier, quand même, je pense que la réforme des retraites a sans doute aussi laissé des traces dans l'électorat. Une réforme qui a été quand même adoptée au forceps, et puis tout un tas d'autres mesures qui font que effectivement la dynamique n'est pas en faveur du camp présidentiel. Alors, il y avait quand même un souci dans le camp macroniste, c'est que jusqu'à lundi, il n'y avait ni liste, ni programme, ce qui est quand même compliqué pour faire une campagne, ce qui précisément a laissé le champ libre aux oppositions. Pendant la dernière présidentielle, il y avait un candidat. C'est vrai, il y avait un candidat, mais pas de programme. Enfin, là, depuis lundi, on a une liste et un programme. Je vais citer quelques principales mesures. C'est un plan Europe 2030 de 1 000 milliards d'euros pour les transports, l'énergie, la santé, le numérique et l'espace. Production de 10 millions de véhicules propres, lancement de petits réacteurs nucléaires européens, recherche dans les vaccins, les traitements contre le cancer et la lutte contre l'autisme. Est-ce que ce sera suffisant, Michaël Darmon, qui vient de nous rejoindre, pour relancer cette campagne qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, encalminée? Non. Ça sera pas c'est clair et net. Ça ne sera pas suffisant parce qu'au fond, ce ne sont pas les sujets qui accrochent les Français. On voit bien, il y a eu un positionnement stratégique à la base de cette campagne de la part de l'équipe macroniste et bien sûr du président de la République, de dire on va positionner sur les grands sujets macro-européens avec les grands enjeux existentiels, la démocratie, le développement, la géopolitique et tout ce que l'Europe peut apporter aujourd'hui aux Français. Mais sauf que dans les sujets de préoccupation donc nationaux, ce sont les sujets pouvoir d'achat, éducation, sécurité. C'est beaucoup plus prosaïque. Et de ce point de vue-là, on comprend à quel point justement la stratégie face à la liste Renaissance, à la stratégie du RN, a été justement de panéliser par segment de la société des sujets leur discours. Ce qui m'a frappé dans le face-à-face entre Jordan Bardella et Valérie Hayé, c'est qu'à chaque fois qu'il parlait, il convoquait à ses côtés une catégorie de la société en disant les entrepreneurs qui m'écoutent, les artisans qui m'écoutent, les parents qui m'écoutent. Et de ce point de vue-là, c'était pour manière de dire, moi je parle de votre vie. Et eux, ils parlent de notions abstraites et lointaines. Et c'est, à mon sens, ce qui aussi explique le hiatus. Alors, justement, lors du débat que vous évoquez, c'était la semaine dernière sur BFM TV, la candidate du camp présidentiel, Valérie Hayé, a quand même peiné sur le fond comme sur la forme à mettre en difficulté Jordan Bardella. On va écouter un petit extrait qui en dit long sur sa stratégie. Monsieur Bardella, je vous ai entendu dire d'ailleurs que vous ne cautionniez pas, pardonnez-moi, le terme d'extrême droite. Oui. Mais moi, je voudrais parler des gens, et vous parler des gens qui étaient avec vous sur cette photo. Ce sont vos alliés, Jordan Bardella. Vous avez sur cette photo Roman Fritz, polonais. Je prends leur déclaration parce que, évidemment, je ne voudrais pas les écorcher. Roman Fritz, polonais, il a déclaré que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote et devraient être moins payées que les hommes. Je suis l'avocat des Polonais. Kostadinov, bulgare. Terminé, vous aurez là. Il a dit que les Roms étaient des parasites et de la vermine inhumaine. Sur cette photo, à vos côtés également, Gerolf Annemans, belge, qui est président de votre parti européen, Monsieur Bardella. Il a fêté sa victoire au municipal avec des saluts nazis. Vous racontez. Et ce n'est pas le seul dans votre famille politique, je vous l'accorde, Monsieur Bardella. Carte blanche. Il y a aussi Matteo Salvini, dont on a parlé. Politique est donné en tête, en fait. Président d'un parti, ça n'empêche. Ce sont ses déclarations, salut nazi. Matteo Salvini, président d'un parti où on compare une ministre d'origine congolaise à un orang-outan. Voilà, bon, ainsi de suite, on a coupé parce que cette énumération des alliés sulfureux du RN au niveau européen dure très longtemps. Est-ce que ça peut marcher, Jean-Sébastien Ferjou, cette stratégie-là ?
Oui, parce que peut-être on voit que, auprès de certaines catégories de la population, en tout cas, notamment les plus âgés, on voit que le RN a commencé à gagner des voix dans les catégories, par exemple chez les cadres supérieurs ou chez les retraités, qui traditionnellement étaient les plus réticents, notamment pour des raisons morales et au regard de l'histoire du parti, de ses racines idéologiques comme de son passé. Après, cette séquence-là, elle était effectivement très dure pour Jordan Bardella, d'un point de vue rhétorique, pas tellement sur le fond, parce que sur le fond, la réalité demeure, mais d'un point de vue rhétorique, dans le débat face à Valérie Hayer, j'ai trouvé qu'il avait réussi à retourner la situation en la renvoyant, elle, à son soutien à Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, qui est très, très anti-avortement, et en disant, un des ministres que vous avez cité, estonien, si je me souviens bien, était allié à Renaissance lors de la législature précédente, donc pourquoi nous reprocher à nous ce que vous avez fait vous-même? Et effectivement, alors à mon sens, ça n'efface pas les vraies questions qui se posent sur la non-fréquentabilité d'un certain nombre d'alliés politiques du Rassemblement national, qui n'a pas fini d'ailleurs, je pense, sur ce sujet-là, parce qu'il y a quand même l'AfD qui est un vrai sujet. L'AfD est un vrai parti d'extrême droite. Autant on peut discuter de la nature du Rassemblement national aujourd'hui, autant l'AfD est un vrai parti d'extrême droite. Marine Le Pen est très embarrassée sur les véritables liens avec exactement. avec ce Donc, mouvement. il a réussi à renverser les choses sur le fond. Après, la question, c'est est-ce que les Français s'intéressent encore à ces questions-là ou est-ce qu'ils considèrent que c'est le coût à payer pour avoir le changement? Parce que c'est la question qui se pose face à tous les mouvements populistes. Romain Rousseau? Moi, je pense que c'est toujours nécessaire de rappeler les relations infréquentables des uns et des autres, en particulier de cette mouvance politique. Alors après, quel effet politique ça a? En tout cas, d'abord, parce que, c'est intéressant de les rappeler, parce que les Français ne connaissent pas l'Europe d'une manière générale, les partis politiques européens et ceux qui les composent. Donc ça, c'est une première. Autant ils peuvent connaître éventuellement ce qui se passe dans leur pays, mais rarement ce qui se passe dans les autres pays. Donc c'est utile de les rappeler. Le problème, c'est qu'en termes quand l'expérience a prouvé en France, avec Jean-Marie Le Pen, que ces relations infréquentables n'avaient aucun effet politique. Donc c'est peine perdue. Donc c'est à la fois indispensable et à la fois politiquement compliqué. Je suis pas tout à fait d'accord. De facto, le Rassemblement national n'est jamais arrivé au pouvoir. De facto, il n'y a pas eu d'alliance, à l'exception des régionales en 1998, entre la droite traditionnelle et le Rassemblement national. Donc ça a quand même, pour partie, marché, mais ça n'a pas empêché la progression du Rassemblement national, parce que c'est ce que je vous disais, la question telle que la voient les électeurs bien souvent, c'est s'agit-il du prix à payer? Comme les Américains, ils voient bien que Trump est malhonnête, parce qu'il y avait aussi des mécanismes électoraux, il y avait des verrous électoraux qui les empêchaient. Certainement, mais ça a joué. Le proportionnel serait resté, ils auraient été beaucoup plus présents sur la scène nationale et gouvernementale depuis longtemps. Donc, et comme vous le dites, ça n'a pas empêché surtout de progresser. Ce qu'on voit bien, c'est que la diabolisation et on l'a tous vécu à une époque en suivant le Front National qui était diabolisé, puis les processus de dédiabolisation. On a bien vu à quel point la diabolisation revenait en effet boomerang et contribuait à radicaliser, voire à convertir des électeurs qui étaient encore un petit peu indécis, mais qui ne supportaient pas une opprobre, par définition, qui était lancée. Ce qui est absolument étonnant, c'est de voir à quel point, d'ailleurs, après avoir hésité, après avoir tensé Elisabeth Borne à ce sujet, Emmanuel Macron a choisi de revenir sur cette logique-là et a donné pour consigne, parce qu'évidemment, tous les propos de la candidate sont validés autour du président de la République. Il a donné pour consigne de tenser à nouveau, de pointer, de diaboliser. C'est pour moi, c'est un faux aussi. Il avait d'ailleurs repris Gabriel Attal aussi. Oui, c'est pour moi la forme de panique quand même au sein de l'exécutif. Pour ce qui est des relations entre Macron et Attal, à l'Élysée, on s'inquiète de l'esprit de défaite qui se diffuse au sein des troupes macronistes. Le président n'est pas content de l'investissement de ses ministres. Il a même fait pression sur son chef du gouvernement pour que ce dernier s'implique davantage dans la bataille. Il a même été sommé d'accepter de débattre face à Jordan Bardella. Ambiance, Romain Rousseau, quand même, au sommet de l'État. Ouais, ce qui est paradoxal un peu, c'est qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, c'était l'inverse. C'est-à-dire que l'Élysée voulait absolument pas trop se mêler, trop s'impliquer dans la campagne. Et puis, soudain, l'écart étant ce qu'il est, on a effectivement là cette volonté, le discours de la Sorbonne, ces admonestations quasiment à l'égard de son propre chef du gouvernement, et on a vu d'ailleurs que Édouard Philippe, François Bayrou allaient être évidemment de façon en position symbolique sur la liste de manière à la pousser. Même Elisabeth Borne est en dernière position. Que Michael évoquait à l'instant, voilà, et donc en position, voilà, tous ces gens-là, de manière à lester
à donner du poids à cette candidature qui manifestement n'en a pas assez. Et donc, il y a là, et je pense que, enfin, je sais pas, mais dans l'électorat, je pense que les gens perçoivent un peu quand même ces allers-retours, c'est compliqué. Cette fébrilité. Ça témoigne en tout cas d'une grande fébrilité, et puis d'une inconstance, quoi. Alors, d'une absence de stratégie politique. Je peux rajouter une forme, je dirais, de jalousie de la part du président de la République. À l'égard de son Premier ministre. Et de frustration, parce qu'il n'y a pas eu d'effet Sorbonne 2. Il n'a pas échappé à la... Ni en France, ni en Europe. Et il n'a pas échappé à la malédiction du deuxième discours. Nicolas Sarkozy avait fait Toulon 1, où il avait prononcé des phrases très importantes et des principes très importants pour la crise, en disant pas un euro des Français ne sera perdu dans cette crise, en 2008. Dans cette crise financière en 2008. Et voilà qu'à la fin de son mandat, en 2011, alors que la crise de la dette pointe, il insiste pour faire le Toulon 2. C'est une catastrophe et ça annonce le début de la fin. Le remake n'est jamais aussi bon que le film original. Je crois que c'est un peu la même chose. Il a voulu faire le Sorbonne 2. L'Élysée a expliqué que ce sera Sorbonne 2 et crash. Pas d'effet. Il est, à mon avis, assez agacé par cela. Et donc, il s'en prend à son Premier ministre qui, au fond, lui ne s'est jamais défilé, a toujours dit depuis le début qu'il Mais il s'en prend. En fait, il le supporte plus depuis quasiment sa nomination. Alors, parce que la popularité de Gabriel Attal l'a agacé très rapidement. Mais le macronisme n'a jamais eu de véritable contenu idéologique. Le macronisme, c'est essentiellement la personne d'Emmanuel Macron. C'est pas simplement qu'il n'y a pas de stratégie, c'est qu'il n'y a pas de véritable contenu. On le voit sur la laïcité, on le voit sur l'économie. Un jour, il est pour la planification. Le lendemain, il feint d'être libéral, parce que j'ai jamais vraiment beaucoup vu de signes de libéralisme, de signaux réels. Quand même, en matière économique, on peut dire qu'il y a... Non, ça je vous garantis, il n'y en a pas. C'est la pure pensée de la technostructure française, au mieux une forme de social-libéralisme à la Dominique Strauss-Kahn, mais non, ça je vous assure qu'il n'y a pas de libéralisme. Social-libéralisme, assez peu social tout de même, non ? Parce que oui, enfin bon, bref, c'est un autre débat, mais non, ce sont surtout les recettes et les mêmes vieilles anciennes de la technostructure française. Ce sont exactement les mêmes idées que celles que n'importe quel haut fonctionnaire socialiste a eu en France depuis 1983, depuis que la gauche s'est divisée sur ces questions économiques et sociales. Mais bref, donc comme le macronisme n'a pas de contenu, c'est juste un mouvement qui est très lié au destin personnel du président de la République. Mais là, il n'en a plus par définition, puisque institutionnellement, on l'a vu d'ailleurs dans je ne sais plus quelle interview ces jours-ci, il le regrette lui-même. C'est pour ça qu'il a marqué le septennat d'ailleurs. Exactement. Il ne peut pas se représenter en 2027, donc il n'a pas d'avenir. Mécaniquement, tous ceux qui sont à ses côtés, eux, en tout cas dans la mesure où ils ont une certaine stature dans les sondages, peuvent en avoir un. On en revient à quelque chose qui est à la fois narcissique et politique, et le bilan, il faudra tirer un jour le bilan du macronisme. Moi, je pense qu'il aura été tragique pour la démocratie française, parce qu'il n'était pas responsable de l'État, de la gauche, de la droite, des vieux partis, mais il est responsable du fait de n'avoir rien reconstruit depuis, et il n'y a pas de démocratie sans corps intermédiaire, il n'y a pas de démocratie représentative, sans parti capable de structurer l'opinion, ça n'existe pas. Ouais, en dépit de sa promesse originelle. Alors, justement, il met la pression, Emmanuel Macron. Il a fait savoir à ses ministres que si naufrage il y avait le 9 juin prochain, il sera, je cite, collectif. Et encore, j'ai la liste des ministres qui tiennent des réunions publiques. C'est quoi ça ? C'est panique à l'Élysée, Michael ? C'est un grand classique. Et de toute façon, en clair, le principe, c'est de toute façon, ça n'est pas de ma faute. Ça, c'est Emmanuel Macron. Il a d'ores et déjà dit, souvenez-vous, lors de l'interview dans l'Humanité qu'il a donnée récemment dans son bureau, en disant, en évoquant l'éventualité que Marine Le Pen puisse être dans ce bureau à sa place, en disant si ça devait arriver, ce serait une énorme faute collective. Pardon, ce serait la sienne d'abord, puisqu'il a quand même juste lui promis le soir de son élection en 2017 que de faire baisser le Rassemblement national n'aurait plus jamais à voter pour l'extrême droite et que au fond, c'est au fond un peu à cause de lui que les choses pourraient arriver si elles arrivent. Donc, c'est une méthodologie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça n'est pas de la faute du président, c'est toujours ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls sauf moi. Ils sont tous nuls, mais qui est le sélectionneur qui a choisi tous ces nuls ? Posons-nous la question. On avait aussi un Nicolas Sarkozy à l'époque qui disait si ça ne marche pas, vous verrez, je pourrais tous vous renvoyer, faire un remaniement. Donc là, une fois de plus, je rejoins Jean-Sébastien. On est encore sur les méthodes ultra connues et qui sont loin des changements d'usage et de visage qu'on nous avait promis. Merci les amis pour ces explications lumineuses. On se quitte quelques instants et on se retrouve pour faire le point sur le rapport de force à gauche et sur la très force avance dont jouit Jordan Bardella dans les intentions de vote. À tout de suite. Ça reste entre nous.
Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous, Romain Rousseau, Jean-Sébastien Ferjou, Michael Darmon. Alors contrairement aux macronistes à qui nous venons de faire un sort, ceux-là montent très fort dans les sondages. Ceux-là, ce sont Raphaël Glucksmann et surtout Jordan Bardella. On va commencer par lui. On le disait, 30% et plus selon les instituts des intentions de vote. Comment expliquer une telle avance? Qu'est-ce qui marche chez Bardella? Parce que tout de même, c'est vrai, il dit pas grand-chose, le président du RN dans cette campagne. Sorti sur le terrain, selfie, grand sourire, mais sur le fond, Jean-Sébastien. Mais je crois que la politique, depuis qu'il n'y a plus de grande représentation du monde, est réduite à de l'attitude. Alors, c'est pas spécifiquement le cas de Jordan Bardella. Emmanuel Macron n'a strictement rien dit pendant la campagne présidentielle de 2022. Ça lui a réussi d'une certaine manière. On peut se dire que Jordan Bardella applique les méthodes du macronisme. À tel point qu'il a repris ses gimmicks de son débat contre Marine Le Pen lors de sa confrontation avec Valérie. Je pense que ce qui se joue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les électeurs en sont contraints finalement à se déterminer sur ce qu'ils perçoivent de l'attitude, du caractère, du tempérament de ceux qu'ils ont face à eux. De ce point de vue-là, moi j'ai trouvé que le débat de dimanche où il y avait les 7 principales têtes de liste était assez tragique parce qu'ils faisaient tous de Jordan Bardella leur ennemi. Mais donc par définition, que disent-ils? Le seul qui changerait l'existence, c'est Jordan Bardella. Et finalement aussi la politique se réduit à des espèces de méta-signaux comme ça extrêmement superficiels. Et ben ils nous disent donc oui, le seul qui pourrait faire que les choses changent en France, c'est Jordan Bardella. Et c'est là-dessus que surfe le Rassemblement national, qui sait, par ailleurs, derrière, au-delà de la dédiabolisation, il y a une forme d'apaisement du discours du Rassemblement national dans l'attitude, qui est d'autant plus visible que la France insoumise, elle, ne cesse de jouer la brutalisation des mœurs, la bordélisation, etc. Et donc, contrairement à des Éric Zemmour ou d'autres personnalités de droite qui pourraient donner l'impression, finalement, peut-être qu'ils convainquent les gens qu'on est au bord de la guerre civile, mais c'est toujours le grand paradoxe, plus vous convainquez les gens que vous êtes au bord de la guerre civile, et moins ils veulent de celui qui pourrait la précipiter. Et donc, de ce point de vue-là, l'apaisement joué par Jordan Bardella, mais ça marche parce qu'il bénéficie du double truc. C'est le seul qui pourrait changer. Je vous dis pas que c'est le cas. Je parle de la manière dont ça se structure dans l'opinion. C'est le seul qui pourrait changer les choses, et en même temps en étant peut-être moins radical que d'autres, et donc sans précipiter la guerre civile. Bah oui, c'est une forme de recette électorale qui marche, on l'a vu dans d'autres pays aussi. Vous êtes d'accord, Romain Rousseau? Est-ce que le fait que tous les autres candidats se soient ligués contre lui lors du premier débat qui les opposait dimanche sur le grand jury RTL, est-ce que finalement ça ne lui profite pas? Est-ce que ça le met pas sur un piédestal ou du moins sur le devant de la scène? Il y est déjà. Je crois que les instituts le montrent. Et d'ailleurs, à ce point, quand on compare, je crois, sa progression depuis un an, je crois que, si on regarde, il y a l'année dernière à peu près à la même époque, je crois qu'on avait, on n'avait pas encore tous les candidats, on est d'accord, mais disons il y a une progression avec Renew et le RN. En gros, ils étaient globalement à touche-touche. Et on a un écart maintenant qui s'est passé du simple au double. Donc, alors, la dernière fois, il y avait un écart de 5-6 points qui s'était réduit en fin de campagne. Alors ça, c'était pour les élections, oui, mais quand on compare les sondages. Oui. Voilà. Mais effectivement, à la fin, il y a effectivement un resserrement. Et là, peut-être il se passera peut-être aussi un resserrement. Là, il y a 12 points quand même. Là, il y a quand même 12 points, ça va quand même être difficile. Non, je pense que d'abord, est-ce qu'il y a, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une résignation aussi de la part des élus? En tout cas, c'est ce qu'on entend quand même beaucoup dans le landerneau politique, et Michael pourra confirmer. Une espèce de résignation au fait que le RN est devant. Il est devant aux européennes, et il serait même devant à la présidentielle d'ores et déjà. Il y a cette espèce d'idée qu'il a déjà gagné, ou quoi, il pourrait déjà gagner. Il y a cette idée, et peut-être que la campagne des européennes est l'avant-goût de cette campagne présidentielle à venir, de ce point de vue-là. Sur le fond, juste un mot, il est aussi sans doute un peu devant parce qu'il est sur des problématiques, j'allais dire, très, on l'a dit tout à l'heure, franco-françaises, et aussi sur les questions du pouvoir d'achat. Les questions européennes, il ne les aborde qu'à peine. Et quand il les aborde, notamment sur les problématiques climatiques,
on est quand même sur des enjeux qui concernent un peu les Français sur le territoire national. On n'est pas sur véritablement sur les sujets européens. Je suis tout à fait d'accord avec Sauf ça. peut-être sur l'immigration. Je pense que l'attitude, c'est de dire, il s'est mis en place au niveau européen quelque chose qui échappe à la souveraineté populaire finalement, qui échappe au contrôle des peuples, à leurs souhaits. On l'a vu sur des sujets environnementaux, on l'a vu y compris sur des sujets économiques, et il se met dans la posture de celui qui dit, il faut reprendre le contrôle. Alors après, je suis d'accord avec vous qu'il précise pas spécialement comment reprendre le contrôle, mais c'est cette posture-là. Reprendre le contrôle, c'est ce qui est au fondement du mouvement populiste depuis les années 2010 partout dans les démocraties. Oui, avec les résultats un référendum anti-Macron. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, mais c'est l'attitude qui... Moi, ce qui me frappe en fait dans cette autour de Jordan Bardella et évidemment le concernant, c'est d'abord qu'on a devant nous une nouvelle génération politique. Qui a travaillé, quand on voit justement à ce titre-là le débat des 7 auquel on a assisté c'est vrai que c'était RTL, frappant. C'était les nouveaux, c'est la nouvelle équipe, voilà, c'est la nouvelle équipe qui va nous accompagner, qui va accompagner pendant un peu ou prou les années à venir avec voilà, les chemins et les aléas de leur talent, mais ils sont là et ils sont déjà tous plus ou moins issus, travaillés, éduqués par une autre culture médiatique parce qu'il y a les réseaux sociaux. Parce qu'il y a la médiatisation immédiate. C'est la fameuse génération des enfants de la télé. C'est exactement. Donc de ce point de vue-là, ça change leur approche du discours et du combat politique. Et comme le public qui les regarde est contemporain, ils ont aussi le regard de leur culture politique et médiatique sur eux. Ça, c'est donc la première chose. Ce qui veut dire que Jordan Bardella, il peut effectivement se comporter comme il se comporte dans ses vidéos. Raphaël Glucksmann n'a pas raté à ce point de vue-là, puisqu'il lui a plusieurs fois reproché en disant « vous n'êtes pas sur TikTok ». Donc ils ont bien identifié ce qui aujourd'hui fait sens politique pour le public. Après, la question de savoir si ce score indique effectivement la volonté des électeurs de faire des élections européennes, l'élection mid-term, le référendum anti-Macron, la première élection nationale depuis 2022, et est-ce que ce scrutin qui d'habitude est étanche ne se projette pas sur les autres Justement, élections? Justement, un RN, comme le disait Romain Rousseau, un avant-goût avec ces européennes de la présidentielle, est-ce qu'un RN à 30% au matin du 10 juin prochain, ça colore forcément la suite des opérations et la situation politique? C'est l'élection, le scrutin défouloir, qui ensuite permettra peut-être de faire bouger les lignes. On peut déjà imaginer, tel qu'on connaît un peu la mécanique et le système politique et médiatique, dès le 10 juin au matin, vous allez avoir les cris d'orfraie des partis qui vont jurer, cœur sur la main, qu'il faut tout faire pour éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir et aux portes du pouvoir, comme s'ils ne savaient pas, comme s'ils n'avaient rien lu, comme si on n'avait rien dit. Comme si le 21 avril 2002 n'avait jamais existé. Sauf un quart de siècle. Sauf que, voilà, on connaît ce scénario. Sauf que, évidemment, de ce point de vue-là, les mécaniques politiques qui sont déjà enclenchées, elles sont lourdes. Les réponses de l'exécutif qu'on voit ici ou là, notamment par exemple, je pense à l'étude, au rapport qui va être lancé autour du préfet Courtade sur l'infiltration des frères musulmans dans la démocratie française, trop peu, trop tard, parce que les choses sont déjà certainement assez installées. D'ailleurs, s'il y a une réaction à ce niveau-là, ça veut dire que c'est très grave. Donc, les Français, eux, considèrent que effectivement leur destin leur échappe, qu'il faut tenter de reprendre ça en main, et que, oui, on entend dans toutes les sphères de la société, c'est son tour, Marine Le Pen, de toute façon, ça ne sera pas pire que Mélanie. Il y a une sorte, comme on dit, d'intériorisation de la contrainte. Et au fond, on sent une société qui se prépare à son éventuelle élection en 2027. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il ne prend pas un peu la confiance, comme disent les jeunes, Jordan Bardella? Il a déjà demandé la dissolution de l'Assemblée après le scrutin du 9 juin prochain. Est-ce qu'il pourrait s'emballer un peu plus dans la perspective de 2027 et tenter un poupouch, pour citer le fondateur du FN, contre Marine Le Pen pour être candidat? Comment vous voyez ce scénario? Est-ce que c'est plausible? Alors, deux choses. Déjà, la première, moi, je pense que c'est absurde de se résigner, parce que de toute façon, les seules batailles qu'on est sûr de perdre sont celles qu'on ne mène pas. De deux, je ne crois pas du tout que le Rassemblement national, en l'état, soit capable d'être élu à l'Élysée. Quand vous regardez les sondages, il y a une très grande différence entre une forte dynamique au premier tour et un deuxième tour où ils arrivent à peine à la barre des 50, et je vous rappelle que ce genre de sondage-là, on l'a déjà vu avant 2022, ça n'est pas pour autant que Marine Le Pen a été
élus. Je crois que les électeurs ont compris comment utiliser les sondages aussi maintenant. C'est-à-dire qu'ils comprennent que répondre à une question et ce qu'on va dire derrière en commentant le sondage, ça produit un effet politique. Donc vous êtes très dubitatif sur la possibilité qui agite tout le landerneau politique. Je vois bien la dynamique qui est celle du Rassemblement national. Après, sur la question du poupouche, je ne crois pas qu'il aura besoin d'un poupouche. Je pense qu'il y a un scénario que personne n'envisage véritablement aujourd'hui, mais qui, à mon sens, est quand même relativement probable, à plus d'une chance sur deux, c'est que Marine Le Pen soit inéligible en 2027. Pour la question judiciaire. Dans l'affaire des assistants parlementaires européens commence le 30 septembre. Le calendrier a été exactement pensé pour qu'elle ait eu le temps d'être condamnée en première instance. Elle sera condamnée de toute façon. Les recours sont suspensifs. Non. Il y a le temps dans ce calendrier-là qu'elle soit condamnée en première instance comme en appel. La cassation n'est pas suspensive précisément. Attendez, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour vous, Marine Le Pen serait hors jeu pour des questions judiciaires pour 2027. Il y a plus d'une chance sur deux que Marine Le Pen ne soit pas présente en 2027 car elle serait inéligible. Et là, on rentre dans une autre logique parce que psychologiquement, on rentre dans une toute autre logique qui est très difficile à apprécier aujourd'hui parce que tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Mais un Jordan Bardella libéré finalement de la famille Le Pen. Et du patronyme peut-être maudit. un Jean-Marie Le Pen d'ailleurs qui pourrait être... On ne souhaite jamais la mort de quelqu'un, mais enfin, il a l'âge qu'il a, être décédé avant ça. On pourrait avoir un Jordan Bardella qui récupère une famille politique qu'il mène vers autre part. Un Jordan Bardella peut-être relativement lucide sur lui-même. Il a 28 ans en l'état, il aura à peine plus de 30 ans. Il a quand même jamais véritablement fait grand-chose de sa vie. Je pense qu'il est lucide sur le fait qu'il aurait besoin d'alliances et je vous dis, nous ne sommes pas dans cette réalité psychologique-là, mais cette réalité psychologique-là qui produira des effets politiques, on le saura après une éventuelle, quasi certaine condamnation de Marine Le Pen. L'inéligibilité n'est pas certaine, la condamnation, elle est quasi certaine. Très intéressant scénario. Oui, comment vous réagissez à ce scénario, je dirais un scénario rassurant en tant que journaliste, parce qu'on ne peut pas aussi se résoudre au fait que l'élection est faite, qu'on est déjà en train de commenter un événement. Or, la seule chose que l'on sait, nous, en tant que journalistes politiques qui avons tous couvert des campagnes diverses et variées, c'est que la seule chose dont on est certain, c'est qu'on sera surpris. C'est la surprise qui est certaine. Il y a toujours la surprise du chef à la présidentielle, bien sûr. Il se passe toujours quelque chose. Donc, je crois qu'effectivement, à la fois, il faut regarder les signaux qui émanent des sondages. Il faut quand même aussi remarquer que les sondages en France se sont assez rarement trompés dans les dynamiques présidentielles. Ah oui, la dynamique. Sarkozy, dans les sondages, était celui qui était désigné pour être Alors, je vous arrête, ça dépend à quel terme. Parce qu'on a quand même un paquet de candidats qui étaient élus présidents et qui ne l'ont jamais été. Balladur, Strauss-Kahn, Juppé, Fillon. Données présidentielles, mais en intention de vote. C'est vrai. En intention de vote, c'était très loin. Et Sarkozy était désigné, il a été élu. Macron était désigné, il a été élu. Donc, il faut voir en quelle mesure... désigné quelques mois avant. La courbe, elle s'inverse au moment où François Bayrou le rejoint. Mais en pleine affaire Fillon. Peut-être, mais les sondages le disaient. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut à la fois regarder ce qui est dit à l'instant T, mais toujours avoir à l'esprit, et pour nous, et en particulier pour le public auquel on s'adresse, qu'il y a toujours des surprises, que les élections ne sont pas faites, que les électeurs décident en un moment, qui, sur le chemin des urnes, ils peuvent changer le cours d'une élection. Que la compétition elle-même que la compétition n'est pas faite, qu'on ne sait pas qui est face, au fond, qui sera sur la ligne de départ. Et effectivement, une des premières surprises peut être la condamnation. Romain Rousseau, vous connaissez bien l'extrême droite. Est-ce que ce scénario qu'évoquait Jean-Sébastien Ferjou vous semble plausible, crédible, probable? Difficile à dire si c'est probable. En tout cas, moi, j'avais pas étudié à ce point le calendrier judiciaire qui attend Marine Le Pen, mais tel que Jean-Sébastien le décrit, je trouve ça assez intéressant. Parce que effectivement, de cette affaire est en tout cas délicate. Elle est dans une position délicate, évidemment, avec ce dossier. Elle criera au loup, elle criera à la traduction. Elle en en est consciente. De là, après, le reste, c'était un scénario hypothétique, donc c'est difficile à dire. En revanche, ce qui est sûr, moi, je pense aussi, par rapport si on se projette sur la présidentielle d'après, c'est que c'est quand même toutes les campagnes, toutes les élections présidentielles de ce pays ont montré que la campagne, quoi qu'on en dise, était déterminante. Bien sûr. Et que, pour rejoindre ce que disait Michael, c'est que une surprise est toujours possible, et même quasi certaine, puisque ça a été le cas de toutes. Donc, pourquoi pas celle de Jordan Bardella, après tout. Alors, on va se tourner vers la gauche maintenant, et un autre homme qui monte, c'est Raphaël Glucksmann, on le disait, à tel point qu'au PS, on voit déjà la tête de liste non seulement arriver en pôle position de toute la gauche, mais même à la deuxième place, devant la liste macroniste. C'est plausible, Michael ?
Voilà, pareil, on va voir ce qui va se passer durant les dernières semaines de campagne. On sait que il y a une dynamique en tout cas. Oui, on est en dynamique. On est aussi dans le moment où les votes se cristallisent. Donc peut-être que ça va se stopper là, peut-être que ça va avancer, les courbes peut-être se croiser. Bon, il est de bon ton d'entretenir une sorte de dramaturgie sondagière. Tant que le vote n'a pas eu lieu, hein, ça c'est. Il y a un sondage à risque qui la donne à 1 point là. À 1 point. Donc on a de la tension et peut-être que ce sera un autre événement de cette campagne. Ce serait énorme, la liste macroniste en 3e position. Ce serait un moment effectivement assez puissant. La question maintenant est de savoir qu'est-ce que ça déclenchera au sein de la gauche. On entend les feuilles de route qui existent. De récupérer le score de Glucksmann qui aura réveillé le territoire social-démocrate, d'aller au congrès du PS, de sortir, tenter de renverser Olivier Faure, de reprendre le parti, d'aller voir un candidat putatif, ancien président de la République, François Hollande, qui fait semblant d'attendre alors qu'en fait il est activement en train de préparer des choses. Donc de ce point de vue-là, c'est ça, ce mécanisme-là, on va l'observer. On va voir également ce qui va se passer du côté des LFI. On entend des bruits de bottes du côté des dissidents, qui disent on va attendre la fin du résultat des européennes, et enfin poser un acte politique anti-Mélenchon pour dire ça suffit. Voilà. Donc on va voir si tout cela arrive, mais pour l'instant, effectivement, il est en agent d'ambiance de la gauche non mélenchoniste, Glucksmann. En tout cas, Glucksmann, il devance nettement ses petits camarades, si j'ose dire, de la France insoumise, qui plafonnent à 7% des intentions de vote. Et camarades, je pèse mes mots, je vais revenir sur l'incident de la semaine dernière, très intéressant, le 1er mai à Saint-Étienne. Raphaël Glucksmann avait dû être exfiltré du cortège de la gauche par son service de sécurité. Après avoir été hué au cri de « Cassez-vous », Glucksmann, casse-toi ou encore Palestine vivra par des manifestants qui lui ont jeté de la peinture. La tête de liste PS a ensuite pointé la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon et des leaders insoumis qui ont répondu. On va écouter quelques extraits de l'incident lui-même et des réactions des leaders insoumis après les propos de Glucksmann. Glucksmann, casse-toi, Saint-Étienne n'est pas à toi. Il n'est pas bienvenu, surtout pour ses positions battant de guerre. J'ai fait partie des gens qui l'ont expulsé parce qu'il a eu énormément de mal pour appeler à la retenue d'Israël sur les Palestiniens. Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui la revendique, la jeunesse communiste, de monsieur Glucksmann à Saint-Étienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise, qui est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances. On ne va pas rester 25 ans sur un incident qu'il monte lui-même en épingle pour encore une fois accuser les insoumis qui ne sont responsables de rien. Donc Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot qui accuse Glucksmann de monter en épingle cet incident. Et Glucksmann a répliqué jeudi dernier sur France 5, on l'écoute. Je suis agressé par des militants radicaux et violents, des jeunesses communistes et de la France insoumise. Et ce serait moi qui devrais m'excuser. Eh bien, je ne m'excuserai pas. Je ne m'excuserai pas et je veux dire à ces gens qui brutalisent le débat public qu'ils ne nous impressionnent pas. Et que toute notre campagne, justement, est conçue comme un antidote à cette brutalisation permanente du débat public. Nous faisons une campagne enthousiaste. Nous parlons d'Europe, nous parlons de solidarité sociale, nous parlons de transformation écologique partout en France. Et il y a des milliers de personnes qui se pressent dans chacune de nos réunions publiques. Et c'est précisément sans doute parce que notre campagne a une dynamique que ces groupes extrémistes qui se sentent de plus en plus marginalisés, y compris à gauche, eh bien, s'en sont pris à nous. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ma petite personne, il y a une atmosphère qui est délétère. Qui est entretenue par Jean-Luc Mélenchon et la France Jean-Luc insoumise. Mélenchon et les cercles insoumis ont orchestré une campagne de calomnie contre notre liste, contre notre campagne. Une campagne violente, mensongère, contre ma propre personne, mes votes au Parlement européen, nos prises de position. Et c'est ça qui produit cette atmosphère ensuite à Saint-Étienne. Alors, brutalisation permanente du débat public, dit-il. Raphaël Glucksmann, il a raison à propos des insoumis. Mais le débat politique est par nature violent.
Après, je crois que Raphaël Glucksmann a raison de souligner ce qui se passe de spécifique dans une partie de la France insoumise. Pas toute la France insoumise, mais une partie de la France insoumise. Quand Raphaël Glucksmann parle de brutalisation des mœurs, il fait référence à ce qui s'est passé dans les années 30. Relisez ce livre fabuleux de Stefan Zweig, vous savez, qui s'appelle Le Monde d'hier, son dernier livre écrit, cet grand auteur autrichien qui s'était exilé, contraint de s'exiler au Brésil pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il l'envoie à son éditeur la veille de son suicide et il raconte comment la mécanique infernale s'est mise en place dans les années 30. Et ce que nous voyons dans une partie, encore une fois je précise, une partie de la France insoumise, ce sont ces stratégies des fascistes, ce sont des stratégies néofascistes, le fait de brutaliser en permanence le débat, le fait d'augmenter le coût de la prise de parole de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, le coût social comme parfois le coût physique, puisqu'ils n'hésitent pas à être, pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, mais quand vous regardez sur les réseaux sociaux notamment, les trolls, ils n'hésitent pas à être dans la menace, y compris physique, et c'est ce qu'on a vu avec Raphaël Glucksmann. Donc oui, Raphaël Glucksmann a 1000 fois raison de le dénoncer. Je pense que dans la dynamique qui est la sienne, c'est précisément parce qu'il devient le candidat finalement de la décence, de la dignité, de la protection de la dignité de la personne humaine. On peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de ses choix ou d'engagements qu'il a pu avoir dans son passé politique, mais au moins ne remet-il pas en cause les principes fondamentaux de la démocratie, alors que, de manière grandissante, une partie de la France insoumise, celle qui fait bloc derrière Jean-Luc Mélenchon, le fait de plus en plus. Vous êtes d'accord, Mickaël ? Oui, parce que c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, cet événement renvoie à la stratégie de conflictualité qui a été décidée depuis le début, donc au sein de la France insoumise, imposée par Jean-Luc Mélenchon, et qui a posé débat au sein même de ce mouvement. Ruffin a d'emblée, dès le début de la législature, a posé la question de la conflictualité en disant il faudra voir si aujourd'hui, avec la position que l'on occupe à l'Assemblée, on est encore fondé à utiliser ce levier permanent pour polariser le débat, plutôt que d'être capable de produire la politique publique. Et c'est là-dessus que la divergence se fait de plus en plus au sein, effectivement, des Insoumis. Et s'il y a scission après purge et autres outrances de Mélenchon qui a poussé, comme on vient de l'entendre, la brutalisation encore jusqu'au bout, ce sera sur ce sujet-là. Donc, si on revient effectivement sur ce qui s'est passé avec Raphaël Glucksmann, je pense que Manuel Valls doit demander des droits d'auteur. Les gauches irréconciliables. Il avait été voué aux gémonies, cloué au pilori pour avoir prononcé cette formule. C'était la une du Monde pour qualifier l'événement avec Raphaël Glucksmann il y a quelques jours. Alors, là, on parlait vous avez raison, Mickaël, de le rappeler, de gauche irréconciliable, c'était la formule de Valls. Là, c'est gauche ennemie, totalement irréductible. En tout cas, pour une partie d'entre elles, oui. On voit bien que Glucksmann est devenu l'homme à abattre. Enfin, c'est vrai que moi, j'avais l'impression de revivre, en entendant ces manifs, j'avais l'impression de revivre certaines manifs du Front National. À une certaine époque où, vraiment, on était dans cette violence verbale et physique. Ça dénote quelque chose. Ça dénote qu'effectivement, il y a peut-être, d'abord, ça dénote vraiment la fin de la NUPES. Voilà, concrètement. Oui, c'est l'acte de décès. C'est l'acte de décès de la NUPES. Oui. Clairement. C'est même son enterrement. Son enterrement, elle est déjà morte, mais on en voit bien. Elle n'est pas totalement à l'Assemblée nationale, paradoxalement. Oui, mais dans les faits, en réalité, on voit bien. Oui, elle l'est électoralement. Électoralement. Donc, c'est vrai qu'à l'origine, c'était quand même une alliance électorale avant d'être quand même un intergroupe parlementaire qui fonctionnait mal. C'est une respiration artificielle à l'Assemblée nationale. C'est précisément l'intergroupe qui permet ce maintien en vie. Voilà, mais en réalité, c'est comme un peu ça dénote. C'était un cartel électoral, c'est fini, quoi. Voilà. Et qu'il y a vraisemblablement pour un certain nombre d'électeurs, en tout cas, si j'en vois les sondages, qui croient encore à une gauche, en tout cas au désir d'une gauche un peu plus responsable, crédible, et qui soit évidemment de gouvernement. Du gouvernement, je ne sais pas. La NUPES aussi vite que ça. Je vois exactement comme vous l'état dans lequel elle est aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui reste très fort dans l'opinion à gauche, qui est l'envie de victoire. Et cette envie de victoire, elle passe mécaniquement par le fait d'avoir une forme d'alliance. Alors, Mickaël le disait tout à l'heure, peut-être qu'au lendemain du 9 mai, selon le score qui sera atteint par la liste insoumise, ça ne sera plus Jean-Luc Mélenchon qui sera diront que la victoire n'est pas possible avec le guide de la révolution, comme le colonel Kadhafi était le guide de la Jamaïria libyenne. Ça pourrait être... Non, mais parce que c'est la même organisation gageuse. Oui, mais exactement. Et donc, derrière, ne sous-estimons pas le fait que dans l'électorat de gauche, il y a une très forte envie d'unité, parce qu'il n'y a pas de résurrection possible de la gauche électoralement sans unité électorale. Merci les
les amis, pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer le blocage des instituts d'études politiques des universités par des militants pro-palestiniens et la résonance de ces événements sur notre échiquier politique. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, Romain Rousseau, Jean-Sébastien Ferjou, Michael Darmon. Alors les blocages d'universités et d'instituts d'études politiques se multiplient à la manœuvre. Les étudiants pro-palestiniens, jeudi dans la soirée, 80 à 90 étudiants ont investi Sciences Po Paris, rue Saint-Guillaume. Beaucoup de kéfiers, ils ont occupé les lieux. Un blocage pour protester contre le refus de la direction de créer, je cite, un groupe de travail sur les partenariats avec les universités israéliennes. Vendredi, les forces de l'ordre ont évacué les étudiants. Qu'est-ce qui se passe, Romain Rousseau, dans la pépinière de l'élite française ? C'est une affaire qui dure depuis quand même un mois et demi, bientôt 2. Oui. Qui témoigne effectivement d'une polarisation du débat d'une manière générale. Alors évidemment, ce qui se passe au Proche-Orient, évidemment, électrise les camps et qu'il est difficile dans ces conditions effectivement d'avoir des positions nuancées. On le voit. Moi, ce qui me frappe, c'est la dimension. Parce qu'au départ, c'est quand même assez peu de gens. Et puis petit à petit, on voit bien quand même la tache d'huile que ça fait. D'ailleurs, par rapport à celle qui se déroule aux États-Unis, on voit bien qu'il y a une espèce de mimétisme un peu avec ce qui se passe dans les campus américains. La différence, quand même, c'est que sur les campus américains, comme à Los Angeles ce week-end, il y a eu quand même des affrontements entre les deux camps. Physiques. Les violences physiques. De barres en bois, puis des barrières conservées. Et puis des attitudes des directions d'université qui sont pour le moins discutables là-bas. Ouais, différentes. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un phénomène quand même qui s'inspire, qui résonne de part et d'autre. Après, moi je vois aussi, c'est que il y a une dimension, l'affaire a pris de l'ampleur aussi parce que les politiques s'en sont mêlés. D'ailleurs, un certain nombre d'universitaires l'ont critiqué, notamment la venue de Gabriel Attal, qui a été soudaine, sans concertation, et qui a de fait politisé sa venue. Il aurait pu prendre des décisions depuis Matignon sans y aller lui-même. Ça me rappelle un peu Nicolas Sarkozy à une époque où, soi-disant pour calmer les choses, en fait, était allé de lui-même et en fait les avait finalement enflammés. Radicalisés et enflammés. Et moi, je pense que dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a dans la dimension politique de ce qui se passe, Gabriel Attal aussi a une responsabilité dans sa présence physique. Je ne dis pas qu'il n'est pas dans son rôle, peut-être d'assurer la sécurité des établissements, etc. Mais quand même, il s'est rendu... La responsabilité politique, elle est aussi, beaucoup à donner, à attribuer à la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, qui, sur le plan stratégique, mais je te laisse terminer et on pourra reprendre là-dessus. C'est vrai que la décision de placer au centre de la campagne, au fond de faire une élection pour la Palestine, non pas une élection européenne, en invisibilisant pratiquement Manon Aubry, qui n'a ressurgi qu'à l'époque, en l'occurrence à l'occasion des débats, où on s'est rappelé que c'était elle la tête de liste, alors que depuis quelque temps, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, l'activiste supposée réfugiée palestinienne, qui occupe le devant de la scène. D'abord, moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. La vacuité intellectuelle et géopolitique des manifestants, qui répètent sans vérifier, sans les connaître, des slogans qui, au fond, ne correspondent en rien à la réalité de l'histoire du Proche-Orient. Et le paradoxe, c'est qu'ils en viennent à soutenir une organisation comme le Hamas, à qui ils décernent, au fond, un brevet de résistance, qui est quand même une organisation islamiste totalitaire. Donc c'est quand même, il faudra qu'ils se posent un peu la question de savoir quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par ce parti qui est soi-disant leur champion pour la Palestine. Et puis surtout, ils invisibilisent la question palestinienne. C'est-à-dire qu'en réalité, le vrai problème, c'est qu'ils ne parlent jamais de la Palestine. Ils ne parlent jamais de leaders palestiniens qu'il faudrait éventuellement élargir
entre Barghouti ou faire venir Mohamed Dahlan. Il ne parle jamais des processus qui ont abouti à des négociations. C'est-à-dire en disant, retrouvons les accords d'Oslo, par exemple, remettons le Fatah en place. Non, il préfère soutenir un mouvement islamiste, totalitaire, homophobe, raciste, xénophobe et antisémite. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est quand même un mouvement décervelé. Jean-Sébastien Ferjou. Il y a certainement une part de légèreté, pour dire le moins, effectivement, chez une partie de ces militants-là, mais ça ne se passe pas dans le vide. C'est-à-dire que quand vous regardez qui finance ces mouvements-là, qui est derrière ces mouvements-là, il y a eu un entrisme islamiste aux États-Unis aussi. Il y a un entrisme islamiste en Europe, dans les milieux universitaires. Il y en a un aussi aux États-Unis. Vous avez une grande organisation américaine qui s'appelle CAIR, C-A-I-R, qui est le centre pour... je sais plus l'islam américain, je sais plus quel est le R d'ailleurs. Mais bref, et ce sont des gens qui sont financés par des pays du Golfe, beaucoup par les mêmes que ceux qui financent les Palestiniens, voire par des régimes comme la Syrie. Les Iraniens, on le sait, ont aussi financé par exemple des manifestants à Londres. Ils se sont félicités du blocage de Sciences Po à Paris. Ils ne se contentent pas de s'en féliciter. Ils sont impliqués. Alors, ils ne sont pas à l'origine des mouvements, mais ils tentent de les instrumentaliser. Et on voit cette fameuse convergence entre l'extrême gauche radicale et les islamistes. Les méthodes qui sont employées dans les universités américaines sont exactement celles des antifas, les méthodes d'occupation. Il y a des méthodes qui relèvent, c'est pas vous organisez pas comme ça un blocus aussi facilement que ça. Il y a des gens qui déploient exactement les mêmes méthodes que celles qu'on a vues dans des blocages qui avaient trait, par exemple, à des sommets internationaux. Et en même temps, ce qui frappe, c'est le côté groupusculaire, parce que au fond, ça occupe les médias. Mais en fait, il y a des tas d'idiots utiles qui, pour le coup, légitimement se préoccupent du sort des civils palestiniens, parce que ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce que vivent les Palestiniens est une tragédie, mais qui se laissent manipuler par cette convergence entre gauche radicale et ça occupe les médias du matin au soir, et c'est pas ce que pense la majorité des Français. Justement, le mouvement en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, il s'étend dans d'autres écoles et universités, et même maintenant les lycées. On va écouter, Manes Nadel, c'est le jeune qui est dirigeant de l'Union syndicale lycéenne. C'était dimanche sur BFM TV. Vous demandez, vous, à ce que les lycées soient bloqués en France à partir de demain ? Oui, il faut absolument que, face à ce qui se passe à Gaza actuellement, et c'est un massacre, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, il faut que les lycéens, effectivement, rejoignent cette mobilisation de la jeunesse étudiante qui a eu lieu tout au long de cette semaine et qui s'est accélérée. Et donc oui, il faut que demain, donc lundi et mardi, il y ait des blocages dans les établissements. À quelle échéance ? Parce que pour les personnes qui nous regardent, qui voudraient aussi se projeter potentiellement, c'est quoi l'ampleur de ce que vous préparez ? C'est un très gros dispositif, une très grosse mobilisation. Si oui, où en France et combien de lycées ? Alors moi je peux pas dire, déjà une fois qu'ils sont bloqués c'est compliqué des fois de compter, alors à l'avance c'est encore plus difficile. Il y a bien des équipes qui préparent mais bien sûr, on a fait un communiqué de presse hier très clair avec notamment d'autres syndicats indépendants au niveau local qui appellent donc à bloquer les lycées en faveur d'une revendication immédiate qui est le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et donc je pense qu'il y aura un nombre conséquent de lycées qui sera bloqué dès demain. C'est quoi conséquent ? Je pense qu'on sera autour de plusieurs dizaines. De lycées réellement bloqués dès demain, ce qui n'est pas rien, évidemment. Dans des zones particulières en France, certaines régions plus que d'autres ou L'Île-de-France sera mobilisée en grande... L'Île-de-France en particulier. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michaël Darmon, cet appel à la mobilisation des lycées ? C'est la énième version de l'opération dentifrice. Vous voulez dire ? Voilà, mais il faut faire sortir le dentifrice du tube, parce que les jeunes, quand ils sortent, les lycéens, quand ils sortent, et qu'ils occupent les lycées, et donc ils vont occuper les médias, et ce sera apparemment, on pense que c'est très difficile de les faire sortir. Enfin, lancer une mobilisation lycéenne à quelques jours d'un grand week-end prolongé, c'est quand même aussi, là aussi, le jeu et la ficelle est connue. Et puis, entendre des propos qui sont rabâchés, répéter les éléments de langage de lycéens, au fond, qui connaissent pas grand-chose, comme ils pouvaient répéter les éléments à l'époque sur les retraites, ou toutes les fois qu'ils ont été mobilisés, voire manipulés, pour pouvoir impressionner, je dirais, au sens photographique du terme à l'ancienne, la vie politique, au fond, ça laisse assez froid. On va écouter Alain Finkielkraut, c'était aussi sur BFM, qui lui se dit très inquiet, on en revient à Sciences Po, de la dérive de l'IEP de Paris. Je n'en sais rien. Je suis très inquiet de la dérive de Sciences Po, où on dit d'ailleurs que la majorité des étudiants ont voté Mélenchon, sont favorables à la France insoumise. Parce qu'il faut savoir aussi ce qu'est devenu... Certaines études ont montré que 55% des étudiants de Sciences Po avaient pu voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Combien ? 55%. Mais est-ce que pour vous, couper les financements, ça va trop loin, c'est absurde, ou il faut en arriver à ça ? Ce que je pense, c'est qu'il faut
revenir à un enseignement exigeant à Sciences Po, et il faut aussi pouvoir traiter à Sciences Po de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Mais disons, il faut que les étudiants ouvrent enfin leurs oreilles pour comprendre ce qui se passe. C'est un peu ce que disait Mickaël, déficit de connaissances, de culture et d'histoire. Le militantisme de ces étudiants, il est accusé d'alimenter l'antisémitisme sur le campus. Vous êtes d'accord, Romain Rousseau ? Oui, probablement. On voit bien que, en tout cas, l'instrumentalisation, elle est importante. C'est ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure, c'est que on voit bien que de part et d'autre, il y a, y compris dans la mobilisation des lycées maintenant, une volonté à l'approche quand même aussi d'un scrutin, quand même, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Moi, je voulais parler de cette espèce de résonance politique. Il y a aussi, rien n'est évidemment totalement gratuit dans la période qui est celle on est à quoi, 4-5 semaines maintenant des quasiment un mois. Quasiment un mois. Donc, il y a aussi cet enjeu-là. Voilà, c'est ça que je veux dire, qui joue dans toutes les prises de position des uns et des autres. Voilà. Et dans ceux qui alimentent, évidemment, tous ces jeunes qui sont plus ou moins conscients, plutôt moins, de ce qui se passe vraiment sur le territoire. Jean-Sébastien. Ça dépasse de très loin la préoccupation électorale. Il y a une convergence, je vous le disais tout à l'heure, entre une gauche radicale et des mouvements islamistes. C'est ce qui s'est passé en Iran en 1978. C'est comme ça que la révolution islamique a commencé. Alors, je ne vous dis pas que ça va nous arriver à nous. Je vous dis juste que c'est pensé, c'est construit. Il y a des gens qui délibérément veulent essayer de créer les révolutions de demain en poussant à cette convergence entre les gauches radicales, la bourgeoisie, parce que c'est comme ça que ça a commencé en Iran. Souvenez-vous-en, avec l'ayatollah Khomeini, il y avait les communistes et il y avait la bourgeoisie éclairée et il y avait les étudiants. Alors il y a une fatwa dans l'année qui a suivi et forcément, tous ceux qui n'étaient pas islamistes se sont retrouvés soit en prison, soit au fond de fausses communes. Mais c'est exactement ce que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas que ça se passe trait pour trait de la même manière, nous ne sommes pas en Iran, mais ce projet idéologique-là, il existe. Je vous renvoie à une vidéo, mais franchement, allez la voir, parce que c'est fascinant. Elias Dimzalen, qui est un islamiste français bien connu, qui donne une conférence avec le NPA et devant les gens du NPA, du nouveau parti anti-capitaliste, ceux qui considéraient que, pour le coup, le 7 octobre était une action à célébrer, et qui explique cette alliance. Alors le CNRS nous dit que l'islamo-gauchisme n'existe pas, j'attends qu'il nous propose un terme scientifique pour qualifier ce que ces gens revendiquent d'eux-mêmes. Et merci à tous les trois. Pour s'éloigner un petit peu de l'actualité très rapidement, Mickaël, vous avez un mot à nous dire sur votre ouvrage, Le Pape et la Matriarche. Eh bien, il raconte, alors que cette année, 30 ans marque la reconnaissance par le Vatican de l'État d'Israël, eh bien, il raconte l'histoire d'une rencontre inédite le 16 janvier 1973 entre Paul VI et Golda Meir, quand pour la première fois, une dirigeante de l'État d'Israël était reçue au Vatican. Excellente enquête, très bien informée. Merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et vos éclairages. Nous savons tout de la campagne européenne, des blocages des universités par les militants pro-palestiniens. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. Mercredi prochain, rendez-vous à 21h. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous, surtout vous, Mickaël, et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre.